Bonjour, on va commencer ce cours d'amélioration et de renforcement des sols d'assises. Voilà le plan de la présentation. Nous allons commencer par une introduction. On va parler des procédés de substitution pour parler des principes, des domaines d'application, de la mise en œuvre, des avantages, des inconvénients, des limites, des principes de dimensionnement, le contrôle d'exécution. Et pour chaque procédé également, nous allons adopter cette démarche pour essayer donc de cerner tous les éléments qui nous permettront donc de comprendre ce procédé. Ensuite, nous parlerons des procédés par traitement dans la masse, tels que le préchargement, le vibrocompactage ou bien la vibroflottation, le compactage dynamique, mais également les injections solides. Nous allons parler des procédés par inclusion de matériaux d'apport, tels que les inclusions souples par colonne ballastée, ou bien les inclusions souples par des plots ou bien des puits ballastés. Il y a aussi d'autres types d'inclusions souples sur lesquelles nous allons revenir largement. Nous parlerons des procédés de traitement, des procédés par traitement du sol, notamment le traitement des sols avec donc des injections. Avec d'autres procédés également, nous allons essayer donc de revenir sur tout cela de façon résumée pour vous donner les différents éléments qui vous permettront donc de comprendre les techniques d'amélioration et de renforcement des sols. Alors, ce cours va s'appuyer essentiellement sur deux ouvrages. Le premier ouvrage, c'est l'ouvrage de Hubert Bertrand Philippona, n'est-ce pas, payant, n'est-ce pas? Donc, 2019, Fondation et ouvrage en terre. Donc, dans cet ouvrage, vous allez trouver beaucoup d'informations sur la mécanique des sols, sur le calcul des fondations, mais également sur l'amélioration et le renforcement des sols. Alors, ça va aussi s'appuyer sur le cours du professeur Mounir Bouassida de l'ENIT de Tunis, amélioration et renforcement des sols. Ça va s'appuyer également sur les documents des entreprises spécialisées, telles que Keller, qui est une entreprise donc spécialisée dans l'amélioration et le renforcement des sols. Alors, en introduction, on dit qu'aujourd'hui, oui, c'est très fréquent de vouloir faire des constructions d'ouvrages dans des sites qui sont des sites très difficiles, très compliqués. Alors, c'est le cas des sites sur lesquels on a des sols alluvionnaires constitués d'argile ou bien de vase. Vous savez que ces sols sont de très faible portance et parfois ils sont saturés en eau et donc ils ont une consistance médiocre. Vraiment, ça, c'est des sols très difficiles sur lesquels on envisage parfois de faire certaines constructions. Et aussi dans des zones inondables, il y a des zones inondables, les plaines inondables, où en général, évidemment, les sols superficiels sont des sols fins, gorgés d'eau, en fonction donc du niveau donc, de la nappe aussi. Et voilà, d'habitude, on a besoin de faire des constructions, notamment des remblais généraux sur ces sites-là, si on veut faire un certain nombre de constructions. En tout cas, c'est des sols qui sont très compliqués également, comme les sols alluvionnaires. Alors, parfois aussi, on rencontre ces types de sols au niveau, donc, à l'aplomb d'anciennes carrières souterraines qui ont été comblées ou non. En tout cas, des anciennes carrières, des cavités qui ont été comblées ou non, évidemment, pour poser des problèmes parce qu'il y a des poches dans ces zones-là. En tout cas, c'est des zones de faible portance qui peuvent également poser des problèmes quand on veut construire sur ces terrains-là. C'est le cas aussi des anciennes exploitations à ciel ouvert qui ont été remblées, mais mal compactées d'habitude et que donc les portances sont relativement très faibles. On le retrouve également sur des dépôts anthropiques récents, tels que les remblais hétérogènes, les remblais évolutifs, donc des dépôts récents qui ne se sont pas encore consolidés, qui n'ont pas encore fini leur consolidation, et donc c'est des zones. Donc ce qui caractérise tous ces types de sols-là, d'habitude c'est des sols de très faible portance et qui posent problème quand on veut faire des constructions là-dessus. Alors le grand principe ici, c'est que pour tous ces types de sols, on peut avoir recours à des techniques d'amélioration et de renforcement de sol qui vont permettre quand même
de mettre un ouvrage, sur ce sol qu'on va fonder de manière superficielle, parce qu'on a toujours la possibilité d'aller chercher en profondeur les bons sols, mais les techniques d'amélioration et de renforcement nous permettent quand même de pouvoir continuer à maintenir des fondations superficielles, c'est-à-dire les référentiels qu'on a utilisés pour le calcul des fondations superficielles seront toujours valables, seront toujours applicables. Donc, il faut retenir ce principe. Au fur et à mesure, on va peut-être faire appel à des référentiels de calcul des fondations superficielles pour, évidemment, peut-être le dimensionnement de ces ouvrages. Donc, voilà, en introduction, ce qu'on peut dire. Donc, pour revenir globalement pour les projets d'amélioration des sols. Donc, le problème qui est posé ici, c'est que la construction est décidée. On a décidé de construire quelque chose. Et là où on a décidé de construire l'ouvrage, c'est un sol à problème. C'est un sol à problème, comme on vient de le dire. Donc, l'objectif ici, le but, donc, solution de fondation à coût étant d'exécution raisonnable. L'objectif ici, c'est donc quoi? De pouvoir trouver des solutions pour faire des fondations à un coût et un temps d'exécution raisonnable. Et en ce moment, on va envisager une technique d'amélioration. Et voilà, ces techniques d'amélioration seront vues, seront analysées, seront étudiées, à l'image, seront étudiées par rapport aux avantages qui seront escomptés, aux avantages qui seront prévus en termes donc de qualité, notamment en termes de portance donc, de ces ouvrages. Alors, donc, vous voyez que forcément, il va falloir faire une campagne géotechnique. Donc, quand on a décidé de faire la construction sur ces terrains-là, il faut compléter la campagne géotechnique parce qu'il y a eu déjà une campagne géotechnique forcément qui a détecté la présence de ces sols à problème. Donc, il va falloir compléter cette campagne géotechnique. Alors, le dimensionnement, conformément avec les recommandations de la technique décidée, se fera, donc voilà, conformément avec les recommandations de la technique décidée, on va s'appuyer sur des recommandations. On va s'appuyer sur des recommandations. Il y a certaines techniques également qui requièrent la réalisation de plots d'essai, notamment dans des zones d'essai, dans des zones limitrophes du projet, on peut exécuter des plots d'essai, c'est-à-dire des planches d'essai, comme on peut, si on peut le dire comme ça. On va regarder également la faisabilité technique, la faisabilité de la technique sur le site. Est-ce que l'exécution du projet est possible? On va vérifier les avantages de l'amélioration avant et après le traitement. Donc ça nous permet de suivre exactement l'évolution de la technique, les impacts de la technique sur le sol. Ensuite, de valider les méthodes de dimensionnement, donc de faire un calage, afin donc de valider exactement ce qu'on a fait. Donc, c'est en réalité ce qu'on appelle la méthode observationnelle. On va mettre en place un certain nombre de techniques et on va observer l'évolution de cette technique-là en fonction du temps afin de valider les méthodes de dimensionnement, afin même de caler les méthodes de dimensionnement. Donc, le suivi dans le temps avant et après la construction se fera par des essais de chargement, par des mesures enregistrées, par des comportements, l'observation donc du comportement, l'évolution au cours du temps, l'exploitation du projet de construction. Donc, en tout cas, il faut mettre en place un dispositif donc, de suivi, donc, en mesurant un certain nombre de paramètres. Il y a des paramètres qu'on va mesurer sur le terrain pour valider en quoi donc, la méthode qui est utilisée. Alors, on va maintenant regrouper les grandes familles d'amélioration et de renforcement des sols. Il y a globalement 3 grandes familles. Alors, il y a ce qu'on appelle l'amélioration de sol dans la masse. On améliore le sol dans sa masse. On améliore le sol dans sa masse. Donc, toutes les techniques visant à améliorer globalement la masse de sol
qui améliore la masse globale du sol, en ce moment, on va l'appeler amélioration de sol dans la masse. C'est le cas du vibrocompactage, c'est le cas du compactage dynamique, c'est le cas des injections solides, c'est le cas du préchargement et du drainage. Donc, c'était le premier principe, hein, donc l'amélioration du sol dans la masse. Ensuite, il y a le renforcement de sol par inclusion souple. C'est le cas des colonnes ballastées, des substitutions dynamiques. Hein. Il y a aussi le renforcement de sol par des inclusions rigides plus un matelas. C'est le cas des inclusions en béton, mortier ou bien coulis, armés ou non. Hein, d'habitude, c'est de petits diamètres. On peut faire aussi des inclusions de gros diamètres, hein, avec la technique jet. On peut même mettre en place des pieds en béton armés, parce que les pieds ici aussi, c'est des techniques qui nous permettent donc de renforcer le sol. Donc, globalement, on peut le regrouper donc, dans ces trois catégories en fonction donc, du type de sol. Vous voyez que voilà, tout dépend de la nature donc, du sol, donc, qui nous permet de pouvoir améliorer initialement un sol faiblement compact et donc de l'amener à un sol qui est compact. C'est la même chose également pour le renforcement de sol par inclusion souple, un sol qui est faiblement compact. Ici, on va améliorer en mettant donc des inclusions à l'intérieur qui permettent donc d'augmenter en tout cas la potence globale. Donc voilà les trois grandes familles, si on peut les regrouper comme ça, d'amélioration et de renforcement des sols. Alors, les techniques, hein, je peux aussi toujours refaire une autre classification des techniques. Alors, on peut maintenant les subdiviser peut-être en deux grandes parties. Alors, la première partie, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la consolidation de sol sans apport de matériaux. Donc, on peut consolider un sol, on peut améliorer un sol sans apporter du matériau. En ce moment, ça peut être une consolidation statique, comme ça peut être une consolidation dynamique. Alors, la consolidation statique, alors d'habitude, elle s'applique dans des sols fins. Alors, il y a ce qu'on appelle le préchargement. Alors, ça consiste essentiellement au préchargement. Alors, le préchargement n'est rien d'autre qu'une technique de consolidation statique, donc des sols fins. Alors, ce préchargement peut se faire avec apport, hein, donc de matériaux drainants. On dit que préchargement de remblai avec drains verticaux pour accélérer tout simplement la consolidation, comme ça peut se faire sans drains verticaux. Alors, il y a aussi la consolidation dynamique. Alors, la consolidation dynamique se fait pour des sols grenus. C'est le cas du compactage dynamique. On l'appelle aussi le pilonnage intensif. C'est le cas du vibrocompactage. On l'appelle aussi vibroflottation avec une aiguille vibrante. En tout cas, ici, vous avez un compactage, hein, qui se fait de façon dynamique. Donc voilà, mais tous les deux, ici, le groupe, ce qu'on appelle la consolidation des sols sans apport de matière. Donc, quel que soit alpha, ici, on n'a pas apporté de matière. On a amélioré le sol dans sa masse sans pour autant apporter donc des matières globalement. Alors, donc ça, c'est la première technique. La deuxième, c'est le renforcement des sols avec apport de matériaux. Alors là, on va parler des inclusions. On va mettre dans le sol des inclusions. Alors, il y a deux types d'inclusions maintenant. Il y a ce qu'on appelle les inclusions souples et les inclusions rigides. Les inclusions souples, c'est-à-dire qu'on met dans le sol, ici, des inclusions qui sont essentiellement granulaires, sans liant. Voilà. C'est des matériaux granulaires sans liant. Donc, un matériau granulaire non lié à un comportement qui est souple. Et donc, ici, c'est le cas des plots ballastés, hein, les plots ballastés, pilonnés, hein, matériel de compactage dynamique, donc parce que
au niveau donc des ballasts, les ballasts peuvent être compactés de façon dynamique. C'est le cas aussi des colonnes ballastées. Les colonnes ballastées, c'est des colonnes de ballast qu'on met dans le sol. En tout cas, c'est une inclusion souple que l'on met dans le sol, qu'on peut compacter par vibrocompactage. Donc, il y a un matériel de vibrocompactage qui accompagne ce dispositif. Donc, c'est ça qu'on appelle les inclusions souples. Ils ont un caractère souple. Par contre, les inclusions rigides, c'est des inclusions avec apport de matériaux. En fait, c'est des inclusions avec ajout de liant. Avec ajout de liant, le liant va rigidifier l'inclusion. C'est le cas de la colonne qu'on appelle les colonnes à module mixte. Les colonnes à module mixte, c'est une combinaison d'inclusion rigide et d'inclusion souple. Donc, il y a une inclusion rigide vers la base, dans sa partie inférieure, et une inclusion souple constituée généralement de gravier compacté dans la partie supérieure. C'est le cas aussi des colonnes ballastées injectées. Il y a des colonnes ballastées dans lesquelles on peut faire des injections qui rigidifient. Voilà. Donc, il y a aussi les colonnes de jet grouting, injection solide. On peut faire des injections dans le sol avec des outils spécialisés qui vont aller dans le sol, prendre une partie du sol, donc l'injecter, faire une injection avec un liant hydraulique. Ça va constituer donc des colonnes de matériaux traités au liant hydraulique. Donc, quel soit alpha ici, on apporte du matériau. On l'appelle renforcement de sol avec apport de matériaux. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici les deux grandes familles d'amélioration et de renforcement des sols. Alors, donc, on peut les résumer comme ça, sous forme donc de, voilà, plusieurs techniques. Alors, il faut voir maintenant que les techniques d'amélioration des sols dépendent essentiellement du type de sol. Par exemple, la substitution des sols et le préchargement, c'est deux techniques qui se font essentiellement sur des sols fins, n'est-ce pas, notamment les limons et les argiles. Alors, le vibrocompactage, le compactage dynamique, ça c'est plus pour des sols, pour des matériaux pulvérulents, hein, les graviers, les gros sables, les sables fins. Alors, il y a les injections solides et les colonnes de plomb ballastées, bon, qui peuvent se faire sur des matériaux granulaires, mais parfois limoneux aussi. Mais c'est plus vers des matériaux, si le sol est trop argileux également, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Il y a les inclusions rigides, oui. Les inclusions rigides, c'est assez transversal, on peut les appliquer soit sur des sols pulvérulents, soit sur des sols cohérents. Alors, les inclusions de sols traités aussi, c'est pour les sols fins, mais pas trop argileux quand même. De même que les colonnes de mortier réalisées par jet également sur les sols granulaires ou fins, mais pas trop argileux. Vous voyez que tout cela, toutes les techniques là, c'est essentiellement fonction du type de sol.